Donc effectivement, on va vous parler de nom de domaine, on va vous parler de DNS, on va vous parler de mafia et de gros sous, que des sujets avec beaucoup de bonheur. Je suis Théo, je suis SRE dans l'équipe nom de domaine chez OVH. SRE chez OVH, ça veut dire que je fais un boulot un peu de pompier, c'est-à-dire je vais m'occuper de la prévention, de faire en sorte que ce qui fonctionnait hier fonctionne mieux demain, et de la résolution de bugs et d'urgences avec les astreintes. Et moi, je suis Benoît, je suis développeur dans la même équipe. Donc là, vous connaissez un peu mieux le boulot normalement. L'idée, c'est je suis créateur de bugs, et c'est grâce à moi que Théo travaille dans mon équipe. Alors, juste on va poser un petit peu les bases avant de démarrer. Je pense qu'une partie d'entre vous a déjà acheté un nom de domaine. Effectivement, là, on va vous parler de tout ce qui a un petit peu caché derrière, sous le niveau de la mer. On va clarifier un petit peu quelques définitions avant de démarrer. Là, ça, c'est ce que vous tapez dans votre navigateur quand vous allez sur un site web. Le nom de domaine, là-dedans, qu'est-ce que c'est? Alors, j'entends beaucoup de OVH Cloud. N'oubliez pas le .com, il fait partie du nom de domaine. C'est un élément important. Le .com, c'est ce qu'on va appeler l'extension du nom de domaine. Et beaucoup de choses dépendent de cette extension. Ça va être un peu le fil conducteur de cette présentation, la gestion des extensions. La partie qui est en amont, qu'on va appeler l'étiquette, c'est ce que vous choisissez quand vous faites votre achat. C'est une partie sur laquelle vous avez une liberté totale, alors que les extensions vont être en nombre limité. Alors, en parlant d'extension, si je vous donne ce petit domaine toto.fr, c'est quoi l'extension? .fr, vous avez tout compris. Si je vous donne ce domaine-là, com.toto.fr, l'extension c'est toujours .fr, exactement. Le com, en gros, c'est ce qu'on va appeler un sous-domaine, un nom de machine, un nom d'hôte. Toto.gouv.fr. Ouais, vous êtes pas mal là. Je vois qu'il y en a qui ont pratiqué un petit peu. Donc effectivement, c'est gouv.fr l'extension. C'est ce qu'on va appeler une extension de second niveau qui est gérée par le même organisme que celui qui gère le .fr. Donc c'est une extension de second niveau qui est réservée aux organismes gouvernementaux. Toto.com.fr. Alors j'ai entendu les deux, mais c'est bien com.fr. Celle-là, on la voit un petit peu moins souvent, mais c'est aussi une extension de second niveau du .fr. Et si on inverse, toto.fr.com, c'est le .com, effectivement. Tiens, on revient sur les FR, toto.notaire.fr. Ah là, vous mouillez moins quand même. Hein. Vous avez raison. Et de toute façon, quoi que vous disiez, vous aviez raison d'une certaine façon. D'un point de vue technique, l'extension de notaire.fr, ça va être le FR. Mais il y a un organisme qui s'appelle Small Registry qui a acheté ce domaine-là, notaire.fr, et qui le revend en tant qu'extension. Donc d'un point de vue technique, ça va être le FR. D'un point de vue plus logique, on peut considérer que c'est notaire.fr parce que vous pouvez aujourd'hui acheter le domaine toto.notaire.fr qui va être géré par une autre société. Donc là, on a vu du coup les extensions de premier niveau, de second niveau. Il faut savoir qu'il y en a de troisième niveau aussi, c'est relativement rare. En général, ce sont pour des besoins géographiques très précis. Vous en avez au Japon, en Italie. Bon, on a vu, c'est un peu la pagaille, notamment avec les extensions type notaire.fr. Vous avez une liste qui est publique, qui est maintenue par Mozilla, qui n'est pas officielle, parce que de toute façon, il n'y a pas vraiment de règles absolues sur ces trucs-là. Vous pouvez aller consulter si vous voulez, pour aller voir un petit peu tout ce qui existe. On en retrouve beaucoup d'extensions là-dedans. Je crois qu'aujourd'hui, on a de l'ordre de 3000 extensions dans la nature. Les extensions, on peut aussi les diviser en deux autres catégories. Les extensions qui vont être liées à des pays, donc on va appeler Country Code TLD, le CCTLD, ou des extensions qui vont être plus génériques, plus globales, non liées à un pays, donc on les appelle les génériques TLD, celles-ci. Alors, petit exercice, encore une fois, pour voir si vous suivez. Le .fr, qu'est-ce que c'est? C'est un pays, oui, bon, ça c'est facile, c'est la France. .com? Générique, exactement, ce n'est pas lié à un pays particulier, c'est pour tout ce qui va être commercial. Le .co, qui est parfois utilisé parce que les .com, il n'y en a plus beaucoup. Et alors, quand vous me dites pays, c'est lequel? Qui c'est qui a dit la Bretagne? Bon, je ne vous vois pas, donc ça va. Non, alors c'est bien un pays, effectivement, c'est la Colombie. Gouv.fr, c'est une extension. Donc,
Non, c'est pas générique, c'est aussi pays, puisque c'est aussi géré par l'association qui gère les points .fr, qui est liée à l'État français. Point .bzh. Donc ce n'est pas la Colombie. BZH pour Braise, la Bretagne en breton, qui est une extension qui existe. Alors pour la petite histoire, on viendrait de nous. Et je ne crois pas qu'il y ait d'équivalent encore ici. Mais comme en plus votre région elle a changé de nom récemment, c'est un peu compliqué. Du coup, vous m'avez pas... Donc on a dit que c'est une région, la Bretagne, mais ça ne répond pas à la question. C'est country ou c'est générique? Bah oui, c'est générique, parce qu'une région n'est pas un pays. Le point EU. J'entends beaucoup de génériques. Non, c'est faux, c'est un pays. C'est une particularité de l'Europe qui va être considérée au niveau de son extension comme un pays. Donc c'est une extension qui est gérée par l'Union européenne. Le point EU en lettres grecques, ça existe. Et non, ce n'est pas du générique, c'est aussi géré par l'Europe, c'est juste une variante. Il y a les 3 extensions, le EU en lettres latines, en lettres cyrilliques et en lettres grecques. Point Asia. Bon, je vous aide, parce que vous n'y arriverez pas, c'est du générique, évidemment. Le point dev, pour les sites un peu techniques. N'ayez pas peur, celle-là, il n'y a pas de piège. Effectivement, c'est un générique. Le point AI, pour tout ce qui est lié à l'IA, c'est un pays, eh oui. Le point TV, c'est aussi un pays, vous avez raison. Et radio, générique. Je ne vous ai pas mis le FM. Le FM, c'est un pays. Bon, du coup, vous avez tout compris. C'est quoi qui fait qu'on est dans le cas d'un pays ou d'un générique? Arbitraire. Il y a quand même un moyen simple de faire la différence. Vous pouvez le voir là, c'est la taille. En fait, country code, ce n'est pas un hasard, country code, ça veut dire code pays. En fait, à partir du moment où votre extension fait 2 lettres, ça utilise le code pays du pays en question. Et donc, c'est une extension CCTLD. Donc, dès que vous avez une extension de 2 lettres, c'est lié à un pays. Toute autre taille, c'est générique. Donc, retenez ça. Alors, on a vu un petit peu les caractères spéciaux. L'idée, c'était d'étendre un petit peu l'usage d'Internet à autre chose que des alphabets latins pour certains pays qui ne l'utilisent pas. Donc, on a vu, par exemple, pour le grec. Donc, ce qu'il faut juste savoir, c'est qu'en fait, on a un mécanisme de conversion d'Unicode vers de l'alphabet latin avec un préfixe xn-, qu'on appelle le punicode. C'est totalement transparent pour vous. Et pour nous, en fait, on manipule du coup du latin, quoi qu'il arrive, de l'ASCII. Eh bien, on va enchaîner un petit peu avec le fonctionnement des DNS, puisque c'est un peu la base de notre Internet. Vas-y Théo. Effectivement. Donc, on va juste survoler les DNS, juste pour une entrée en matière. Une bonne analogie qu'on peut faire, c'est sur le système de la Poste, avec l'idée d'essayer de pouvoir pinpoint l'emplacement où on est ici actuellement. L'idée, c'est que ça va être assez difficile de le faire de manière très macro. Par contre, on sait qu'on est en France, donc on va pouvoir aller chercher en France. On sait qu'on est à peu près dans le nord de la France, donc on va pouvoir aller chercher dans le nord de la France, etc. etc. Et bien, avec les DNS, c'est à peu près la même chose. Pour aller chercher l'équivalent du pays, on va avoir une entreprise qui gère l'ensemble de la liste de tous les pays, toujours dans mon analogie de la Poste, une racine qu'on va appeler l'ICANN, puis un certain nombre de bureaux de pays, et enfin des villes ou des adresses dans chaque pays. L'idée, ça va être de demander à la racine, qui va nous dire « moi, je ne sais pas, mais par contre, je sais très bien où est la France », typiquement ici, la Poste en jaune, et la France va nous dire bah, « écoutez, Lille, c'est à peu près dans le nord de la France, donc voilà, allez à Lille ». Et ben avec les DNS, ça va être à peu près la même chose, c'est-à-dire on fait rarement les requêtes DNS nous-mêmes. En fait, on va passer par un tiers qui va avoir une opportunité aussi de mettre en cache les informations pour éviter de surcharger le réseau. Généralement, c'est vos box Internet. Alors, c'est plus vraiment vrai maintenant avec les différentes verrues dans les navigateurs. Maintenant, avec les nouveaux protocoles sécurisés de DNS, ça va être plutôt une grosse entreprise et votre navigateur qui va discuter de façon sécurisée avec ces entreprises.
L'idée, là, par exemple, c'est le DNS Resolver qui veut résoudre bunny.net. Il va d'abord demander à la racine. La racine va lui dire « je ne sais pas, par contre, je sais très bien qui gère le .net ». On va aller demander au .net qui va nous répondre « je ne sais pas, mais par contre, je sais très bien qui gère bunny ». Enfin, pour être précis, je ne sais pas où est le serveur de bunny.net, par contre, je sais très bien où est le DNS de bunny.net, etc., etc., d'un point de vue itératif. Une zone DNS, en fait, un serveur DNS, la façon d'encoder les informations qu'un serveur DNS a, ça s'appelle une zone file. Voilà, c'est pas très important de savoir comment ça se définit. Je pense que vous devez reconnaître des choses que vous connaissez à peu près, c'est-à-dire le symbole A ou le symbole MX. Ce sont des choses qui sont un peu sorties du spécifique DNS. A, ça veut dire un record IPv4. Les 4 A, c'est pour IPv6. Et MX, ça veut dire Mail Exchange, donc c'est un serveur de mail. Donc petit quiz, du coup, on va faire le premier ensemble. Comment on fait pour résoudre, de quelle manière on itère pour résoudre www.toto.fr? Premier ensemble, on demande à la racine nous dit « je ne sais pas, par contre je sais où est le .fr » et le .fr nous répond « je sais où est toto.fr ». Oula, pardon. Comment on fait, du coup, rapidement, pour résoudre www.toto.gouv.fr? Vous l'avez vu, hein. Normalement, il vous l'a montré 2 secondes. Bon, du coup, c'est un peu équivalent. En fait, on demande à la racine nous dit « je sais très bien où est le .fr ». Et là, le .fr, c'est un peu magique parce que, vu que c'est la même entreprise, ici une association qui gère le .fr et le gouv.fr, elle va directement nous répondre quelque chose qui est notre adresse finale. Mais maintenant, comment on fait pour résoudre www.toto.notaire.fr? Et là, ça va être un peu différent parce que c'est pas la même entreprise, la même association qui gère du coup ces deux niveaux d'extension. Donc du coup, là, on va devoir itérer une fois de plus. D'abord le .fr, puis notaire.fr, puis le DNS du site web. Et dans co.uk, ça va être un peu comme gouv.fr, c'est-à-dire c'est Nominet, pareil, qui gère ces deux extensions. Et donc du coup, ils vont nous répondre directement l'adresse finale. Dans ces différents schémas, ce qu'on peut voir, c'est que la racine est très importante. Dans chacune des requêtes DNS que vous faites, vous passez par la racine. Sachez qu'il existe des racines alternatives, des racines un peu plus gérées de manière un peu plus décentralisée. On reparlera de l'ICANN plus tard. Donc, par exemple, il existe OpenNIC, qui est une racine décentralisée, qui possède elle-même un fallback vers l'ICANN. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est résolvable par l'ICANN est aussi résolvable via cette racine DNS différente. Donc, c'est un serveur DNS à paramétrer. Donc, c'est une config particulière. On peut avoir aussi des logiciels particuliers pour pouvoir accéder à certaines autres extensions. Par exemple, ici, le point oignon. Le point oignon est une extension qui est utilisée via le réseau Tor. Du coup, Tor, ça demande un logiciel particulier pour pouvoir résoudre l'extension. Tor, c'est un réseau anonyme et sécurisé, et par opposé à un Internet, du coup pas anonyme et lui aussi sécurisé, mais pas anonyme en tout cas. Donc comment on fait pour savoir qui se cache derrière une ressource? Puisque sur Internet, pratiquement tout est en fait disponible, tout est visible. Pour résoudre une ressource sur Internet, que ce soit une IP ou un autre domaine, il existe 2 annuaires décentralisés, l'annuaire Whois et l'annuaire RDAP. Le plus ancien, c'est le Whois, qui est un peu connu. La principale problématique de ce Whois, c'est que c'était du texte libre, c'est-à-dire les clés que vous voyez à gauche ici ne sont pas standardisées. Ce qui rend la chose un peu difficile à parser pour une machine, parce qu'on ne peut pas prédire quelles seront les clés. Même au sein du même serveur, là, on voit que ce n'est pas le même format pour expiry date et pour created, par exemple. C'est le bazar. Donc pour résoudre ce problème, du coup, un nouveau standard a été fait, qui lui est en JSON, via du HTTP, donc bien plus récent, du coup, et qui permet, du coup, pareil, de pouvoir afficher les informations pour une IP ou un nom de domaine. Et je vais laisser Benoît parler des acteurs. Ouais, donc là, on a vu les noms de domaine, le DNS qui permet de faire le lien du coup, entre un nom de domaine et une adresse IP qui est la localisation physique du serveur. Et on a vu qu'au centre de tout ça, il y avait donc ce fameux résolveur
d'adresses racines, qui sont gérées par un organisme qui s'appelle l'ICANN, qui est vraiment au centre de tout. L'ICANN, c'est l'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Donc les numbers, c'est les adresses IP, les names, c'est les noms de domaine. C'est l'ICANN, du coup, qui régit la répartition des adresses IP et également des extensions de noms de domaine. Comme son nom l'indique, corporation, c'est une entreprise, et comme son nom l'indique un petit peu aussi, que c'est un nom anglais, c'est une entreprise américaine. Alors, elle est à but non lucratif. Ceci étant, jusqu'en 2016, elle était très fortement liée au gouvernement des États-Unis, donc ça a mis un petit peu de bazar. Et on voit bien que la gouvernance d'Internet, du coup, est très fortement liée aux besoins des Américains. C'est un petit peu moins le cas depuis 2016, ils sont un peu plus indépendants. Ceci étant, ça reste une société établie en Californie de droit américain. Donc l'ICANN, quel est leur rôle? Ils vont en fait déléguer la gestion de chaque extension à des entités qu'on appelle les registres. Donc chaque extension va être liée à un registre pouvant gérer plusieurs extensions si besoin. Un registre, du coup, il va gérer la partie administrative de l'extension, quelles sont les conditions d'éligibilité, par exemple, les règles de cycle de vie, le tarif, évidemment, la commercialisation, et un back-end technique sur lequel ils veulent s'appuyer pour, du coup, faire fonctionner l'extension. Alors, comme vous avez un registre par extension, l'idée, c'est que vous, clients finaux, vous n'ayez pas à vous adresser directement au registre, parce que sinon, ça fait un peu la pagaille. Quand vous voulez votre adresse devlil.fr, mais que vous voulez aussi réserver votre nom de domaine devlil.com par sécurité, ben vous n'avez pas envie de vous adresser à deux registres différents. VeriSign pour le .com, l'AFNIC pour le .fr. Donc, ce qu'on va faire dans ce cas-là, c'est que vous allez passer par un intermédiaire qui est le bureau d'enregistrement, le registrar. Donc, c'est ça notre job à OVH, nous on est bureau d'enregistrement. On est intermédiaire entre le client final et la variété des registres. Et on va abstraire toute cette diversité pour vous. Vous commandez chez nous les deux extensions, les deux domaines. Vous ne vous rendez pas compte qu'en fait, ce sont des choses qui sont totalement différentes, que ce sont des fournisseurs différents. Et on vous livre et on fait en sorte que vous puissiez renouveler votre nom de domaine autant que vous en avez besoin. Alors, il y a d'autres acteurs dont je parlerai très rapidement. Les registres et les bureaux d'enregistrement doivent déposer leurs données très périodiquement. Ça, c'est une sécurité en cas de faillite, en cas de data center qui brûle, des choses comme ça. Ça permet d'être sûr que les données ne seront pas perdues. Il y a une notion de bureau d'enregistrement proxy intermédiaire, peu importe. Et il y a aussi des typologies clients qui sont un petit peu particulières. Donc il y a vous, particuliers, il y a des entreprises, et il y a aussi des gens qui en vivent des noms de domaine. Alors il y a des façons plus ou moins honnêtes. Vous avez des gens qui achètent des noms de domaine pour faire du spam et du phishing. Ceux-là, on ne les aime pas. Et vous en avez d'autres que vous ne connaissez certainement pas, qui font de l'achat-revente de noms de domaine en permanence, et qui font en fait de la spéculation de noms de domaine, comme vous. On pourrait le faire avec des actions, de la même façon. Allez, on va commencer à rentrer un petit peu dans les petites histoires rigolotes. En fait, des deux lettres, vous en voyez tous les jours. Ils sont en usage détourné, vous ne savez pas forcément quels sont les pays qui sont derrière. Justement, petit quiz, avec un qu'on connaît plutôt, l'histoire est un peu connue, le .tv. Exactement, Tuvalu. Tuvalu, c'est une petite île dans l'océan Pacifique. La chose intéressante, c'est que pour Tuvalu, c'est 6% de son PIB qui est issu juste de la vente des noms de domaine. Il y en a qui ont de la chance quand même. C'était pas prévu, c'est juste la chance qui fait qu'une île peut vivre juste de son extension. Du coup, pareil, un deux lettres, le point AI. Là, quelqu'un a le pays ? Ouais, celui-là, il est un peu moins connu, un peu plus récent. Donc c'est Anguilla, dans les Caraïbes, qui est aussi une île. Et là, vu que c'est un peu plus la mode actuellement, c'est 30% du PIB qui est issu uniquement de la vente de noms de domaine. C'est vraiment exponentiel. Là, par exemple, l'année dernière, c'est plus d'1 million de noms de domaine qui ont été achetés, alors qu'avant, elle était plutôt marginale. Ils ont fait x2 en un an, je crois, un truc comme ça. Donc les 30%, ils ont même vocation à augmenter. Donc du coup, ils ont dû déléguer toute la gestion technique à un prestataire parce qu'ils n'arrivaient plus à gérer eux-mêmes. Exactement. Une chose intéressante, c'est que dans ce genre de pays qui sont un peu marginaux, dont les extensions sont un peu marginales, généralement, c'est l'université qui gère, avec un gars dans un bureau perdu qu'on doit contacter par mail ou ce genre de choses, pour pouvoir mettre à jour votre nom de domaine. C'est pas toujours facile de travailler avec eux. Suivant, YT. Une certaine entreprise un peu connue qui aime bien ce nom de domaine, qui aime bien cette extension.
Eh ben, c'est Cocorico, c'est la France, Mayotte. Et chose intéressante, les règles d'éligibilité pour le point YT sont les mêmes que pour le point FR, et il faut être un citoyen européen. Ce qui rend quelque peu difficile pour certains Américains d'acheter du coup un point YouTube qui aurait pu leur plaire. Le point Y. Et pas très dur celui-là. Vous pouvez le tenter. Ouais. Exactement, la Libye. C'est un peu connu et il a beaucoup été utilisé par un service de minifieur d'URL, Bitly, qui était assez connu et qui a eu la mauvaise surprise de se rendre compte un jour que la Libye a coupé Internet et le nom de domaine a disparu instantanément. Donc depuis, ils sont passés sur un .com, c'est quand même nettement plus sécurisé. Le point .io. Ça aussi, c'est assez connu. Alors ça, c'est une colonie anglaise qui sont les territoires britanniques de l'océan Indien. La petite histoire, c'est que ça a fait un peu la une là, en début d'année parce qu'il y a eu une proposition de rétrocéder l'île à Maurice, au pays Maurice. Bon, ça a fait un peu de remue-ménage parce qu'il y a une base américaine sur l'île. Bref. Donc c'est quand même 1,7 million de noms de domaine, hein, c'est quand même une extension assez connue, ce qui veut dire que ce serait quand même un gros apport économique pour le pays Maurice. Et donc c'est pas négligeable, c'est quand même quelque chose d'intéressant d'un point de vue géopolitique. Le point AF. Exactement, l'Afghanistan. Et qu'est-ce qui se passe quand plus aucune entreprise européenne a le droit, même internationale, a le droit d'envoyer de l'argent en Afghanistan? Eh bien, exactement ça, c'est-à-dire rien. On n'a plus le droit d'envoyer d'argent en Afghanistan, donc les noms de domaine disparaissent. On ne peut plus les renouveler. Voilà, exactement. Le point YQ. Je l'ai entendu, ouais, exactement, la Yougoslavie. Alors, un peu de géopolitique là encore. La création de l'extension, c'est 89. En 91, c'est déjà la scission de la Yougoslavie avec du coup la Slovénie et la Croatie qui deviennent indépendants. Et en 92, il y a un commando slovène qui vient attaquer le data center, détruit le data center, vole la base de données. Et du coup, voilà, il y a tout un aspect terrorisme aussi qui pourrait être intéressant et qui rend du coup les extensions très, très stratégiques pour les pays. Le point YQ a été supprimé en 2010 avec la fin du pays. Une qui est assez connue dans ce bloc, qui a été créée à ce moment-là, c'est le RS, qui est la Serbie, du coup pour le Rust par exemple, qui est beaucoup utilisé dans Rust. Le point SU. Non. Exactement, l'Union soviétique. Donc là, l'extension a été créée en 90. En 2001, l'ICANN propose de supprimer l'extension puisqu'elle n'était plus d'actualité. En fait, la Russie a refusé. Ce qui fait que, toujours en 2026, il reste 100 000 domaines sur le point SU. Voilà, donc toutes ces petites histoires de géopolitique. Donc quand vous achetez un domaine sur une extension à 2 lettres, réfléchissez bien au pied qui est derrière, parce qu'il pourrait disparaître, ou il pourrait être source de conflit ou de tension. Vous ne maîtrisez pas tout à fait ce qui se passe. On va parler maintenant un petit peu des noms de domaine génériques. Alors les noms de domaine génériques, c'est en général ceux qu'on connaît le mieux, notamment les 2 premiers, là, comme et Net. Au début des années 2000, il y avait une vingtaine d'extensions seulement qui existaient. Et l'ICANN s'est dit, c'est bien, mais c'est pas beaucoup, on peut faire mieux, il y a du potentiel. Et donc, ils ont lancé une campagne d'ouverture de nouvelles extensions en sollicitant tous les acteurs pour qu'ils puissent proposer leurs propres extensions. Donc ça a été fait en 2012. Pour créer une nouvelle extension, il fallait simplement déposer un dossier avec un petit peu d'argent à côté. Dans l'absolu, ça paraît beaucoup pour vous, mais pour une entreprise en général, on est à moins de 200 000 €, c'est pas énorme non plus, quoi. Donc il y avait un processus d'étude du dossier, et puis en moins d'1 an, normalement, si tout était bon, votre extension était validée, elle vous était déléguée à vous en tant que registre, et vous pouviez du coup la mettre en vente ou en faire ce que vous voulez, si vous vouliez la garder pour vous, mais en tout cas, vous avez l'extension et libre d'en faire ce que vous voulez.
Alors, il y a un deuxième aspect du processus, parce que forcément, il va y avoir des conflits. Il y a des extensions qui ne vont pas plaire à tout le monde. On va laisser une période d'objection pour que les gens puissent râler un petit peu et prendre le temps de résoudre ces conflits. Il va y avoir aussi plusieurs personnes qui vont demander la même extension, donc il va falloir résoudre ça aussi d'une autre façon. C'est ce qu'ils appellent la string contention. Donc, un processus qui, quand c'est un peu compliqué, peut prendre jusqu'à 2 ans, en théorie. En pratique, ça a pris jusqu'à 10 ans pour certaines extensions. La dernière qui a été validée, c'était le point Kids en 2022, donc 10 ans plus tard. C'est vraiment la dernière. Depuis, là, l'ICANN a annoncé qu'ils allaient arrêter les validations. Donc, bon, pour les quelques dizaines d'extensions qui étaient encore en traitement, ils arrêtent tout et ils proposent de rembourser partiellement les personnes qui ont déposé des dossiers, sachant qu'on parle de 15 ans après, donc les organismes ne sont plus forcément là. Ce qui est intéressant aussi, c'est que certaines extensions, par exemple le point mobile, il a été validé assez vite, en 2016, mais il a été mis en vente que là, en début d'année. Là, c'est le registre qui a bloqué pendant 10 ans. Alors, je ne sais pas pourquoi, soit pour des raisons stratégiques, soit pour des raisons techniques. Mais donc ça y est, depuis, alors je crois que même que c'est avril pour la General Availability, vous pouvez acheter votre point mobile. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu comme type d'extension proposée et validée ? Vous avez des extensions internationales pour compléter ce qu'on avait pu voir avant. Le point Asia, c'est un des premiers GTLD, mais on n'avait pas les autres. On n'avait pas le point Africa, on n'avait pas le point BZH. C'est quand même fou. Donc ça y est, l'erreur a été corrigée. Donc on en discutait un petit peu avec les collègues tout à l'heure. Pour les Hauts-de-France, c'est un peu compliqué. Je ne sais pas ce qu'il faudrait que vous déposiez. Le HDF, nous, on s'est dit peut-être le point ch'ti. Ça pourrait être pas mal. Donc réfléchissez-y si vous avez 200 000 € à claquer. Évidemment, des extensions en Unicode, parce que depuis qu'Internet s'est totalement mondialisé, c'est important que les pays qui n'utilisent pas le même alphabet puissent quand même manipuler Internet de façon assez transparente. Ça, c'est important pour la globalisation. On va avoir des extensions, ce qu'on va appeler des usages internes, donc c'est-à-dire des extensions dont les noms de domaine ne sont pas vendus. Leclerc ou Cuisinella, Google sont des entreprises qui ont demandé des extensions, qui les utilisent en interne pour des usages extrêmement précis. Leclerc, par exemple, n'utilise pas forcément uniquement son extension, il utilise aussi un .fr, pour vous donner un peu une idée. Google s'en sert pour différencier la partie produit de la partie marketing. Ça peut être intéressant aussi. Là, il y a des entreprises qui ont choisi de mettre à disposition leur extension. Donc c'est le cas d'OVH. Nous, on a sauté sur l'occasion en 2012 pour créer le point OVH. Alors maintenant, il faudrait peut-être qu'on crée le point OVH Cloud. Ça, c'est une autre histoire. Qui était en vente pendant très longtemps. Et là, il ne l'est plus depuis quelques mois parce qu'il va renaître sous une autre forme, si jamais vous vous posez la question. On va avoir des extensions qui ont aussi un cycle de vie. Il faut savoir que les extensions, il faut payer tous les ans à l'ICANN un certain nombre de fees pour continuer à maintenir l'extension. La SNCF, elle, a décidé de ne plus vraiment l'utiliser. Il y a quelques années, on avait oui.sncf, qui était le site de réservation de la SNCF, qui a été migré vers sncfconnect.com. Et depuis, on n'entend plus trop parler de l'extension SNCF. On le voit encore sur les back-ends techniques, en particulier sur l'authentification, qui est auth.sncf, ou sur le Wi-Fi dans les trains, qui est wifi.sncf. Goodyear, qui est une extension qui avait été créée, a depuis été supprimée parce que l'entreprise a décidé que ça n'en valait pas la peine et que les fees étaient trop chères par rapport à garder une extension. Certaines extensions vont venir avec des contraintes, soit d'éligibilité, j'en parle pas forcément ici, soit techniques. Là, par exemple, le .dev et le .app qui sont gérés par Google sont des extensions sur lesquelles vous devez tout exposer en HTTPS. Donc c'est un truc qui va être forcé au niveau des navigateurs. S'il n'y a pas de HTTPS sur un site en .dev, il va refuser de l'ouvrir. Il n'y a pas de dispositifs techniques qui permettent de... Enfin, maintenant, il y en a un là très récemment, mais historiquement, il n'y avait pas de moyen technique d'empêcher d'utiliser le HTTP sans le sécuriser. En fait, c'est des verrues dans les navigateurs. Si vous utilisez curl, par exemple, vous pouvez accéder au site en HTTP. Des modèles de tarification différents. Un .fr, c'est une grosse dizaine d'euros. Par an. Par an, oui, tout à fait. C'est pas cher. On va avoir des modèles économiques qui vont être un peu différents, par exemple le security ou le auto, où le nom de domaine va être, là en l'occurrence, plus de 2500 €. À ne pas différencier avec les domaines premium, qui sont une catégorie dans les extensions elles-mêmes.
Par exemple, un truc intéressant, c'est que le .ovh, le ovh.extension devient premium de plus en plus, dans de plus en plus d'extensions, pour nous forcer à acheter notre nom de domaine nous-mêmes en tant que premium. Quand on parle de tarification, on peut parler de business model aussi. Il y en a un qui est intéressant, le .sux, qui coûte à peu près 200 € à l'année. L'idée, en fait, c'est tout simplement du racket. C'est de forcer les entreprises à acheter leur propre nom de domaine en .sux pour éviter que quelqu'un d'autre l'achète à leur place pour publier sur une page des trucs qui seraient peut-être un peu diffamatoires sur l'entreprise. Voilà. C'est pas joli, mais je pense que ça n'aurait pas dû être validé, ça a été validé, donc voilà. Ça permet aussi de parler de la justice parallèle de l'ICANN pour pouvoir récupérer un nom de domaine qui, vous pensez, utiliserait votre marque de manière indue. Il y a un système de justice parallèle qui est géré par l'ICANN et qui permet d'essayer de reprendre le contrôle d'un nom de domaine. Cette justice va voir si vous avez un usage légitime de ce nom de domaine ou pas. Ce qui n'a pas vraiment de sens. Donc après, là, on fait un peu ce qu'on veut. Les extensions réservées. Historiquement, il y avait l'exemple local invalide qui était des extensions dont l'ICANN avait dit qu'elles ne seraient jamais résolues. En 2012, il y a eu des demandes pour le .corp, pour le .home, qui ont été refusées parce que considérées comme entrer en collision avec des systèmes locaux qui avaient déjà été créés dans des entreprises, etc. Et vous avez toute la partie des conflits. C'est là aussi où ça devient intéressant. Donc la partie bleue qui était à droite, donc la partie objection, on va l'illustrer sur le .wine, par exemple. Quand quelqu'un a déposé la demande pour le .wine, du coup, les producteurs de vin européens se sont plaints en disant non, mais c'est pas possible, il y a des gens qui vont acheter un domaine qui correspond à notre marque, et voilà, il faut qu'on puisse le bloquer d'une façon ou d'une autre. Donc ils ont discuté, et ils se sont mis d'accord pour qu'il y ait une période qu'on va appeler de sunrise, qui a été réservée pour que les possesseurs des AOP puissent acheter en avance de phase et réserver leur nom de domaine en avance de phase, avant que ça devienne public. Donc ça a été résolu assez vite et délégué en 2015. Alors la différence du .wine, le .amazon, c'est une extension à usage privé. Amazon a décidé de ne pas vendre l'extension pour le moment, en tout cas. Par contre, ça rentrait en collision avec les populations qui vivent actuellement au bord du fleuve Amazon. Donc là aussi, il y a eu un peu un contentieux. Finalement, vu que c'était une extension à usage interne, ça s'est résolu en acceptant que les populations locales puissent commander des noms de domaine, même si l'extension n'est pas publique. Et vous avez l'histoire du .web. Le .web, il n'y a pas eu d'objection particulière. Là, on est dans la string contention. Il y a 7 acteurs qui ont déposé le .web. Pourquoi ? Parce que ça fait 3 lettres, ça claque bien. Et les gens se sont dit, ça va être le successeur du .com, qui commençait déjà à être un petit peu saturé. La nouvelle extension sur laquelle on pourra mettre tous nos sites. Donc un énorme potentiel commercial. Donc beaucoup de gens qui l'ont demandé. Et du coup, c'est parti en vente aux enchères. La question, c'est la vente aux enchères, il y a 2 façons de la faire. Soit vous la faites au sein de l'ICANN, qui gère le truc, et l'ICANN empoche du coup le montant du mieux-disant pour le réinvestir dans des associations de son choix, en théorie. Jusqu'à preuve du contraire, pardon. Et une deuxième façon de faire l'enchère, qui est de faire passer par un acteur tiers. Et là, souvent, les fonctionnements sont un petit peu différents, parce que le mieux-disant va verser la somme, mais qui va être répartie ensuite chez les perdants. Souvent, c'est ça, avec une petite marge, une petite commission pour l'acteur. Donc forcément, les participants, ils préféraient faire ce truc-là. Ils se disaient, comme ça, si je perds, au moins je récupère un peu d'argent que je peux réinvestir ailleurs. Sauf que sur les 7, il y en a un qui n'a pas voulu. Donc, ils sont passés par l'ICANN. Et c'est celui qui n'a pas voulu qui a gagné pour 135 millions de dollars. Ça commence à faire. Là, on n'est plus dans les 200 000 dollars. Et ça a fait tout un pataquès parce que cet organisme qui s'appelait nous.co, personne ne le connaissait. Et il s'est avéré un petit peu plus tard qu'en fait, il était sponsorisé par VeriSign, qui est le registre du .com. Donc VeriSign a voulu prendre le .web, mais sans s'afficher en tant que tel, pour être un petit peu plus discret, faire probablement baisser un peu les enchères. Et ça a marché. Sauf que du coup, les autres ont dit « mais non, mais attendez, c'était pas transparent du tout, ce truc-là, ça va pas ». Donc il y a eu tout un tas de procédures qui ont eu lieu. Les gens ils se sont plaints auprès de l'ICANN, auprès de la justice. Pour l'instant, l'ICANN a dit « mais non, c'est OK, vous avez vu mon process, il n'y a pas de souci ». Il reste un acteur qui continue à râler un petit peu. Et du coup, vous n'avez toujours pas de nom de domaine en .web. C'est pour ça, c'est pas réglé.
La dernière activité qu'il y a eu, c'était en 2023, il y a 3 ans, et depuis, je n'ai pas réussi à voir ça. J'ai l'impression que ça évolue pas. Compliqué cette histoire. Bon, le bilan du round du coup de 2012, il y a eu plus ou moins 2000 candidatures reçues, et sur les 2000, il n'y en a eu que 1153 qui ont été activées, donc une soixantaine qui pourraient être remboursées. Au niveau des adoptions, des différentes extensions qui ont été créées en 2012, la première, c'est le XYZ, qui correspond à 14% de tous les noms de domaine qui sont créés sur les extensions qui ont été créées en 2012. Bon, un truc intéressant, c'est que c'est négligeable par rapport au .com ou au .cn, qui sont... .com, c'est le plus gros GTLD, et le .cn, c'est le plus gros CCTLD. Sur les principales enchères qui ont été du coup faites pour les contentieux en 2012, le point tech qui a été accordé à peu près 7 millions de dollars, le point blog à peu près à 8 millions de dollars, à du coup l'entreprise qui édite WordPress, qui depuis l'a revendu parce qu'elle considérait que c'était pas à elle de s'occuper de ça. Et donc, du coup, ça montre aussi que les extensions peuvent elles-mêmes être vendues. Ce qu'on observe, nous, c'est qu'il y a eu une concentration des registres, c'est-à-dire de plus en plus de back-end les back-end techniques sont devenus de plus en plus gros à gérer de plus en plus d'extensions différentes. Le point app, donc là c'était Google, on en a parlé tout à l'heure, le point shop et le point web, Benoît l'a dit tout à l'heure, donc du coup 140 millions de dollars, 135 pardon. Et on arrive en 2026. Eh bien, il se trouve que l'ICANN, fort de tous ses succès, s'est dit, tiens, si on remettait ça. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de déposer votre point ch'ti. Parce que vous prenez 227 000 $, vous faites un peu de paperasse, et vous avez 2 mois pour déposer votre dossier. Alors, les choses ont un petit peu changé par rapport à l'itération précédente, c'est-à-dire que là, l'évaluation technique, elle est distincte. D'ailleurs, elle est déjà terminée. C'est-à-dire que quand vous déposez votre dossier, maintenant, vous allez dire « je vais m'appuyer sur le back-end technique Intel » qui est parmi la liste de ceux qui ont été validés et qui auront payé 100 000 $ pour être validés. Ils ont aussi précisé un truc important, c'est que maintenant, les enchères ne pourront être que internes, pas par des acteurs tiers. Pourquoi? Ils ont peur que ça fasse des distorsions de concurrence en se disant, il y en a certains qui vont se positionner sur des extensions en sachant qu'ils ne les auront pas, mais pour récupérer de l'argent pour pouvoir mieux investir sur d'autres. Et accessoirement, comme ça, tout l'argent part à l'ICANN. Qui, d'ailleurs, par ailleurs, n'en manque pas, voilà, parce qu'il faut garder en tête que toute transaction qui est faite sur un nom de domaine donne lieu à une petite fraction qui est versée aussi à l'ICANN. Ils ont des frais pour leurs frais de fonctionnement. Alors, qu'est-ce qui va se passer après ce round? Qu'est-ce qu'on peut en attendre, en fait? Avec là, 14 ans de recul sur ce qui s'est passé en 2012, nous, on a un peu envie de dire, peut-être pas grand-chose, quoi. En tout cas, pour nous, grand public, là où ça va peut-être bouger un peu, c'est pour des grandes entreprises qui se seraient créées depuis, qui vont pouvoir réserver leur extension et du coup verrouiller un petit peu leur marque. Ou alors, certaines extensions qui vont arriver à se mettre sur le bon créneau pour que justement plein d'entreprises du créneau réservent leur domaine chez eux. Ce qu'on se dit surtout, c'est qu'en fait, ça marque, comme le processus a été un peu simplifié, ça marque le début d'un nouveau cycle où très probablement on va avoir des campagnes un peu plus régulières, voire même en continu, de possibilités de déposer des dossiers. Voilà, si on ouvre un peu la conversation, il y a 2-3 trucs dont on ne peut pas parler, c'est l'aftermarket. On a parlé des domaineurs tout à l'heure, dans les acteurs. Le terrain de jeu des domaineurs, c'est l'aftermarket. Il y a 2 grosses plateformes qui rassemblent à peu près l'ensemble des domaineurs. Donc voilà, vous pouvez acheter et vendre des noms de domaine. En ordre de grandeur, un domaine là-dessus va se vendre à peu près 1 000 €, 1 000, 2 000 €, alors que voilà, un nom de domaine neuf, entre guillemets, c'est quelques dizaines d'euros par an. Vous avez sûrement entendu parler du AI.com qui a été vendu juste avant le Super Bowl pour des centaines de millions de dollars. Voilà, c'est très très marginal comme transaction. On peut avoir des usages dans les NFT, l'Ethereum qui utilise une extension assez précise, qui a un usage détourné, puisque l'ETH, c'est un des CCTLD de l'Éthiopie. Et on sait que pour le AGI, on sait déjà qu'il va y avoir beaucoup de dossiers qui vont être déposés, donc celui-là, il va y avoir de grosses ventes aux enchères. AGI, c'est pour...
Artificial General Intelligence. Donc l'idée, c'est, voilà, autour de l'IA, on sait qu'il va y avoir d'énormes enchères, puisqu'il y a beaucoup de potentiel, ou en tout cas, il y a l'espérance de beaucoup de potentiel. Voilà, on a fini notre petit tour d'horizon. On a vu plein de choses. On aura envie de vous en raconter encore plein. Je ne sais pas s'il nous reste du temps. Je n'ai pas regardé le timing. Ouais, moins de 5 minutes. 3 minutes. Bah, ça laisse le temps pour peut-être une ou deux questions, si vous en avez, pour compléter. Il y en a une à gauche, là. Qu'est-ce qu'il faut je ne vois pas de micro, donc oui, on répétera. Donc la question c'est, Google aurait-il perdu leur nom de domaine pendant 1 ou 2 jours? Ouais, alors c'est un peu plus compliqué que ça. En fait, c'était un bug dans leur plateforme. Google, à l'époque, était registrar. Maintenant, ils ne l'ont plus, ils ne sont plus que registres. C'était un bug dans leur plateforme qui permettait de pouvoir acheter google.com chez Google. Et donc là, l'un des ingénieurs de Google a du coup acheté le nom de domaine et s'est fait rembourser par Google avec une somme symbolique derrière. Mais ouais, effectivement, là, on est plus sur un bug. Les cycles de vie du nom de domaine ne sont très peu prévisibles. Pour les CCTLD, pour les GTLD, ça c'est standardisé et on aura des amendes par l'ICANN si jamais on ne respecte pas les règles. Les CCTLD, eux, font ce qu'ils veulent. C'est un peu la principale différence entre les deux. Les CCTLD font vraiment ce qu'ils veulent. Et c'est safe, hein. On ne peut pas perdre un nom de domaine globalement parce que si on oublie de le renouveler, il y a toute une période de l'ordre de 1 mois et demi, 2 mois, pendant lesquels le domaine est tombé, le site est tombé, mais on peut encore le renouveler de façon exclusive. Donc ce qui va arriver, c'est plus ça, c'est un oubli ou un problème de paiement qui va faire tomber un site, mais dès que les personnes s'en rendent compte, ils payent et ça repart. On ne perd pas les noms de domaine. Sauf piratage, ça peut arriver. Ça me permet de parler du back market, par exemple. Donc, si la date de retour dans le domaine public d'un nom de domaine est prévisible, puisque du coup, c'est à peu près 1 mois et demi, 2 mois, ça veut dire que c'est prévisible, il y a une date précise dans laquelle le nom de domaine va retourner. Ça veut dire que c'est une opportunité pour aller spammer les serveurs des registres pour dire d'être le premier à acheter cette extension. Donc ça, c'est tout un marché qui s'appelle le back market avec des concurrents qui, du coup, ont le seul et unique but de bourriner les serveurs pour essayer de racheter les noms de domaine les plus rapidement possible. J'ai vu une main se lever rapidement, peut-être là. En fait, on voit que l'ICANN, c'est très lié à l'Amérique, c'est assez centralisé. Est-ce qu'il y a des pays, je ne sais pas, par exemple la Chine, qui voudraient faire des contre-propositions parce qu'un peu celui qui dirige l'ICANN dirige le monde d'Internet, c'est pas très ouvert. Donc la question, c'est sur voilà, le côté très central de l'ICANN, qui est un organisme américain. Est-ce qu'il y a des alternatives ou des contrepoids? C'est compliqué, mais on pourrait le faire au sein d'un pays, en falsifiant les DNS. Donc en Chine, il y a déjà des choses comme ça. Par contre, le faire à l'échelle du monde, ben là, il va falloir passer par des choses comme Théo l'a montré, le OpenNIC par exemple, en alternatif, mais qui va quand même réutiliser l'ICANN. Et après, il y a d'autres résolveurs qui vont être aussi basés sur le monde des cryptos. On a parlé du Web3 très rapidement, mais il y a aussi des résolveurs sur d'autres mécanismes d'extension. Aujourd'hui, c'est compliqué de faire la révolution parce que y a un monopole trop gros, quoi. Ouais, on considère qu'il y a 3 racines. Il y a la Chine, la Russie et les États-Unis, là, actuellement. Ouais. Alors la question, c'est est-ce qu'il y a une extension qui est mieux qu'une autre? En fait, on va considérer que, par exemple, les extensions trop longues vont être un problème. Bonjour BNP Paribas. Donc ça va être encore des choses à retenir et ça va un peu perdre le principe du truc. Dans la SEO, donc dans le référencement sur Google, historiquement, il y avait une légende urbaine qui disait que Google référençait moins bien les .net parce qu'ils étaient considérés comme moins chers. Et donc, vu qu'ils étaient moins chers, l'extension était plus utilisée pour faire du spamming ou par du phishing ou des sites de mauvaise qualité, en tout cas. J'ai l'impression, des dernières infos que j'ai, que c'est plus vraiment le cas. Maintenant, Google n'ajoute plus de rank en fonction de l'extension. Non, maintenant c'est un sujet de marketing, c'est plus d'image de marque. Est-ce que, par exemple, le point BZH, ils axent leur communication là-dessus. Est-ce qu'on veut se montrer comme entreprise bretonne? Oui, on prend un point BZH. Si tu veux aussi marquer ton côté français, tu prends un point .fr.
Et après, évitons quelques-unes qui sont peut-être par contre un peu sensibles. On a parlé du point lit, oui, il y a plus des choses à éviter. Mis à part le fait que les pays font un peu ce qu'ils veulent avec leur extension, non, il n'y a pas énormément de différence. Il y a eu tout un truc autour du RGPD où les pays européens en particulier, ont décidé de durcir beaucoup leurs règles, ce qui a posé pas mal de problèmes, en particulier de validation d'identité. C'est-à-dire les pays ont demandé à ce qu'ils valident, l'identité eux-mêmes de tous les gens qui possédaient un nom de domaine. Et voilà, nous on a dû envoyer l'identité des gens, en plus attendre les délais pour qu'eux-mêmes valident les dossiers. Un GTLD va être considéré comme plus safe à cause des amendes, ou grâce aux amendes que l'ICANN va mettre, du coup, pour éviter que... Oui, et puis moins variable dans le temps. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Je pense qu'on va devoir s'arrêter là pour les questions publiques. Par contre, si vous voulez, le temps on pourra discuter dehors, vous venez ici pour laisser la place au suivant. Merci beaucoup.